Le mercredi 11 septembre 2024, l'atelier d'histoire critique recevait Thomas Deltombe, éditeur et chercheur indépendant, autour de son dernier ouvrage « L'Afrique d'abord, quand François Mitterrand voulait sauver l'Empire français », paru aux éditions La Découverte en août 2024. 3 décennies avant de devenir chef de l'État, François Mitterrand fut une brillante étoile de la 4ème République. Ministre de la France d'Outre-mer en 1950-1951, de l'Intérieur en 1954-1955, de la Justice en 1956-1957, le jeune politicien se passionna pour le continent africain. Cherchant à moderniser les relations coloniales et à solidifier ainsi l'édifice impérial, l'ambitieux ministre plaça les questions subsahariennes, tunisiennes et algériennes au cœur de ses stratégies politiques. L'enquête de Thomas Deltombe ébranle le mythe d'un Mitterrand décolonisateur, mythe qui structure aujourd'hui encore les imaginaires d'une partie de la gauche hexagonale. En faisant de Mitterrand l'un des précurseurs du néocolonialisme français, son travail éclaire d'un nouveau jour la genèse de la France-Afrique. Bonne écoute. Merci à tous d'être venus, à tous, à toutes. On est très nombreux ce soir, donc c'est très cool. Merci Thomas d'être venu. Merci à l'atelier d'histoire critique et à Survie Nord pour avoir co-organisé l'événement. À chaque fois, c'est quand même des beaux succès quand on fait des trucs ensemble, donc c'est cool. Merci aux éditions de La Découverte qui ont publié ce livre, L'Afrique d'abord, et puis qui ont permis cette rencontre. Tant qu'on est dans les merci et qu'on va parler de La Découverte, j'en profite pour parler du Festival des Livres d'en haut qui aura lieu les 5 et 6 octobre au Bazar Saint-Saul et à la Gare Saint-Sauveur, et où est notamment invité parmi la 60aine d'auteurs et d'autrices invités Laëlia Véron, qui a sorti ce printemps Trahir et venger, donc un essai sur les transfuges de classe. Et enfin, pour tout ce qui est promo, on va terminer par vous annoncer l'événement. On organise avec l'association France-Palestine Solidarité une rencontre avec Sabri Giroux, qui a écrit 50 portraits de Palestiniens. Et donc on aura une rencontre prévue le 26 septembre à 19h au Big Le Mois. Donc vous êtes bien sûr tous conviés. Donc Thomas, tu es à la fois éditeur, journaliste, chercheur. Tu as écrit plusieurs livres sur l'histoire coloniale, une histoire de la France-Afrique, Cameroun. On t'accueille ce soir pour le dernier qui est L'Afrique d'abord, quand François Mitterrand voulait sauver l'Empire français. Dans l'Afrique d'abord, tu reviens sur le rôle de François Mitterrand pendant la 4ème République. Il a été pendant cette 4ème République donc député, ministre de la France d'Outre-mer, ministre de l'Intérieur et ministre de la Justice. Et il s'est construit l'image d'un politique assez libéral sur le sujet de la décolonisation. Il est présenté par l'Élysée comme partisan résolu de la décolonisation, et en creusant un peu le personnage dans cet essai, tu démontres qu'il a été un farouche défenseur de l'Empire français et notamment de ses colonies africaines. Comment s'est créée cette différence entre le ministre des années 50 dont tu étudies l'action et l'homme politique qui est décrit aujourd'hui, l'ancien chef d'État? Alors moi aussi je vais remercier quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de têtes connues, parce que je triche un peu, parce que là je suis lillois moi aussi, donc j'ai beaucoup d'amis dans la salle, pas mal de gens que j'ai saoulés avec ce bouquin aussi, donc ils sont gentils de venir, j'espère que ça ne va pas les saouler à nouveau. Mais merci à Survie, dont je fais partie moi-même, qui est une association hyper importante, puisqu'elle travaille sur l'histoire et l'actualité des relations franco-africaines. Et donc effectivement mon travail, on va dire professionnel ou d'auteur, est lié à un travail militant. C'est quelque chose que je ne cache pas du tout. Pour moi, les deux vont ensemble. Dans la connaissance en tant que telle, produire de la connaissance, ou en tout cas des analyses, ça fait partie d'une forme de combat pour une forme de justice, notamment par rapport aux populations colonisées, dont l'histoire a été quand même pas mal camouflée. Donc ça, c'est quand même un peu un préambule.
Et puis l'atelier d'histoire critique, pareil, qui travaille beaucoup sur ces mêmes questions. Donc on travaille souvent sur des thématiques communes liées à la colonisation et à la décolonisation. Donc, je vais répondre à ta question, mais juste pour dire d'où vient peut-être ce livre, parce que ça commence à répondre à la question d'une certaine façon, c'est que, bon, bah, comme beaucoup de gens, quoi, quand on travaille sur un sujet, on en découvre un autre, et ensuite, en travaillant sur ce second sujet, on en trouve un troisième, etc. etc. Et en fait, les livres que tu as cités, donc la première enquête, disons, sur ces sujets-là, donc globalement, la question de la décolonisation de l'Afrique, c'était un livre qu'on a fait à 3, il y a maintenant près de 15 ans, qui s'appelait Cameroun, avec un K, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique, et c'était une enquête très longue, qui a duré plusieurs années, sur la décolonisation violente du Cameroun. Donc il y avait déjà cette idée de démystifier une forme d'histoire officielle, parce que l'histoire officielle de la décolonisation, en particulier de l'Afrique subsaharienne en particulier, c'est que ça a été une décolonisation pacifique, à l'inverse de l'Algérie ou de l'Indochine. Il y a vraiment cette idée qu'en Indochine, en Algérie, ça s'est mal passé, il y a eu des morts, il y a eu du sang, mais heureusement, en Afrique subsaharienne, la France a montré qu'elle était capable de procéder à une décolonisation pacifique et qui arrive à son terme. Or, il se trouve que le cas du Cameroun infirme cette histoire, et dans ce bouquin assez énorme, on racontait par le menu, pour plus ou moins la première fois, que la décolonisation de ce pays avait été hyper violente. Quand je dis hyper violente, c'est pas, c'est effectivement hyper violent, c'est-à-dire c'est des dizaines de milliers de morts, une guerre qui a duré plus de 10 ans. Donc dans ce bouquin déjà, on évoque Mitterrand sur 2 ou 3 paragraphes, et on se trompe en fait. On se trompe parce qu'on est pris par des mythes dont on va parler là. Et ce qui m'a déterminé à travailler vraiment spécifiquement sur ce sujet, c'est-à-dire Mitterrand sous la 4e et son rapport à la colonisation, à l'Empire français, etc., c'est le bouquin suivant, on va dire, qui est là une histoire qu'on a fait à plusieurs. C'est un énorme bouquin de 1000 pages qui essaie de retracer de façon critique l'histoire des relations franco-africaines. Donc ça s'appelle L'Empire qui ne veut pas mourir, sous-titré Une histoire de la France-Afrique. Et puis, comme on voulait en vendre plus, en poche, on a inversé pour que les gens ne voient pas que c'était le même livre. On a appelé ça Une histoire de la France-Afrique, L'Empire qui ne voulait pas mourir. C'est très habile et ça a très bien marché du coup. Voilà. Et pourquoi je raconte tout ça, c'est que là-dedans, je m'étais chargé de faire le chapitre, enfin plein de chapitres, mais notamment le chapitre sur Mitterrand et cette période-là. Donc voilà, l'origine du bouquin vient de là. C'est qu'en fait, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, comme voilà, je devais faire un chapitre sur ce sujet, je connaissais quelques trucs, mais j'étais pas. Voilà. Donc je me suis documenté comme tout le monde. J'ai commencé à lire les biographies, les histoires, tout ce qui était publié là-dessus. Puis j'ai commencé à gratter un peu plus en allant voir des archives. Je suis allé à l'Institut François Mitterrand, par exemple, qui est le haut lieu de la célébration du culte de François Mitterrand, et ça m'a surpris parce que la personne qui m'a accueilli connaissait rien en fait de ce sujet-là et me donnait des documents, et moi je me disais mais ça concorde pas vraiment en fait avec ce qui est raconté dans les bouquins d'histoire, dans les biographies, etc. Et donc évidemment piqué de curiosité, je me suis dit je vais aller voir plus loin, donc j'ai commencé à creuser dans d'autres fonds d'archives, etc. Et ça aboutit à ce bouquin-là. Quelle était la question du coup donc d'où vient cette différence entre l'image qu'on en a, voilà. Mais alors, apparemment même toi tu avais cette image. Non mais ça, je pense que tout le monde a cette image. D'ailleurs, là depuis que le livre est sorti, donc il y a 15 jours, je suis un peu confronté à cette difficulté en fait auquel je m'attendais pas vraiment. C'est que beaucoup de gens ont l'air de dire qu'ils connaissent. François Mitterrand, on connaît quoi. Puis il y a eu tellement de bouquins sur lui, il y a eu tellement d'écrits sur lui, il y a eu tellement d'émissions sur lui qu'on se dit mais qu'est-ce que tu vas trouver de nouveau en fait. Et c'est justement ça que j'essaie d'expliquer, c'est qu'en réalité c'est la grande curiosité de ce personnage. Il y a plusieurs curiosités dans ce personnage, mais c'est que on croit assez bien le connaître, et effectivement on connaît à mon avis assez bien un certain nombre de choses. Évidemment sa présidence, la présidence de la République 1981-1995. Bon, ça a été assez bien étudié. Il reste évidemment le problème des archives, puisqu'on n'a pas encore les archives de cette période-là, mais bon, quelque chose qui est relativement bien connu, disons. L'autre pôle qui est bien connu de Mitterrand, c'est sa jeunesse.
alors ça a été connu plus tard, hein, la jeunesse française, une jeunesse française, le fameux bouquin de Pierre Péan, sorti au milieu des années 90, qui creuse, qui raconte la jeunesse nationaliste de Mitterrand, hein, qui était vraiment à l'extrême droite quand il était jeune, et puis qui ensuite a été prisonnier de guerre et allé s'installer à Vichy, a été décoré de la Francisque, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont, à mon avis, bien documentées. Il y a eu, pareil, plusieurs bouquins entiers sur cette période-là. Et puis, entre les deux, il y a, en disant une ou deux périodes, il y a deux périodes, disons, il y a celle où il a une carrière de député parlementaire et ministériel sous la 4ème République. Et puis il y a une autre période qui est à mon avis pas très bien étudiée non plus, c'est la période qui est celle de la le début de la 5ème République, où il est opposant, anti-gaulliste et puis ensuite anti-giscardien. Bon, celle-là, à mon avis, il y a encore pas mal de trucs à trouver aussi. J'ai trouvé des choses un peu par hasard sur cette période-là, mais voilà. Là, le livre, il s'intéresse vraiment en fait à deux thématiques, qui sont une thématique chronologique, disons, qui est vraiment le Mitterrand de la 4ème, donc la 4ème République 1946-1958, et puis derrière ce thème, celui de la décolonisation. Parce que ce qui m'a surpris, ce qui est sous-estimé dans les livres qui sont consacrés à Mitterrand, c'est que il y a deux choses qui sont sous-estimées en fait, c'est l'importance qu'avait Mitterrand à l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'était pour ceux qui savent déjà qu'il a été ministre et tout ça sous la 4ème République, on se dit ça devait être un personnage secondaire. Et effectivement, il est très jeune à l'époque, donc ça donne un peu cette idée-là. En 46, il a 30 ans. Mais en 47, il est ministre. Et ensuite, il est 11 fois ministre. Et, il a déjà été 11 fois ministre avant d'avoir 50 ans. Mais comme il est très jeune, on se dit, un jeune type, il ne devait pas être monté très haut. Or, en réalité, il est monté très haut. Et il aurait très bien pu être président du Conseil, donc Premier ministre, qui était à l'époque la fonction suprême, puisque la 4ème République, c'est un régime parlementaire. Donc le président de la République est finalement moins important, pas en termes protocolaires, mais en termes de pouvoir que le Premier ministre. Donc les premiers ministres sous la 4ème République sont vraiment hyper importants. Et Mitterrand, à partir de 54, donc là il a 38 ans, il est nommé, il est cité, disons, dans les journaux et dans la presse de l'époque comme vraisemblablement un type qui va devenir Premier ministre, qui va devenir le patron de la politique française. Donc c'est pas du tout un personnage secondaire, quoi. C'est quelqu'un de très important. Et la deuxième chose qui est sous-estimée, c'est l'importance qu'il donne aux questions coloniales. Et donc, le bouquin creuse ces deux questions, mais évidemment, c'est la deuxième qui nous intéresse le plus, c'est que pourquoi il s'intéresse à ce point aux questions coloniales, et pourquoi on le sait aussi peu. Donc, voilà. Donc, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Alors, moi, je travaille toujours chronologiquement, hein. Je ne sais pas travailler autrement chronologiquement, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais je repars finalement. Alors, j'explique, je donne quelques éléments, disons, sur le début de sa carrière, quand il est très nationaliste, quand il est à Vichy, etc., de ses premiers contacts avec les thématiques coloniales et africaines. Et puis après, j'explique comment ces thématiques-là deviennent centrales, mais carrément obsessionnelles, quoi. Je pense, je n'ai pas fait un calcul statistique, mais je ne serais pas étonné que plus de 50% ou plus de 60% de ses productions et de ses prises de parole concernent les questions coloniales, en particulier l'Afrique, pendant entre 50 et 58, et même après, 59-60. C'est-à-dire que pendant 10 ans, ce monsieur, ce jeune gars hyper ambitieux, est totalement obsédé, obnubilé par les questions africaines. Bon, ça c'est assez dingue. En fait. Et justement, d'où lui vient cette passion? Alors, à mon avis, c'est un peu un concours de circonstances, en fait. Il s'intéresse, comme pas mal de gens, à l'Algérie. Bon, l'Algérie, c'est la France, comme chacun sait. Il va en Algérie en 1944, je pense, pour la première fois où il rencontre De Gaulle, qui est là-bas, etc., etc. Bon. Et il a un très bon ami, qui est un pied noir, Georges Dayan, qui est son meilleur pote, en fait, et qui est un pied noir d'Oran, je crois. Donc ça l'introduit un peu sur les thématiques africaines au sens large et coloniales en général. Et puis ensuite, il est ministre, donc à partir de 47, à partir de janvier 47, il est ministre des anciens combattants, qui est un ministère très important à l'époque, parce qu'il y en a pas mal, les anciens combattants, il y en a des millions. C'est pas comme aujourd'hui quelque chose qui n'a pas d'importance. Ministre de l'information, qui patronne la radio, le début de la télévision, etc. Et c'est là le plus important,
ministre de la France d'Outre-mer en 50-51. Et juste avant ça, en tant que ministre, les différentes fonctions que j'ai évoquées là, il a fait des premiers voyages, il a fait des voyages à nouveau en Algérie et des voyages pour la première fois en Afrique subsaharienne. Et en particulier, je m'intéresse à un voyage qu'il fait au début de l'année 1950, parce que là, c'est comme une révélation pour lui. C'est-à-dire qu'il voyage pendant 2 mois en ce qu'on appelle l'AOF, Afrique occidentale française, donc il va à Dakar, à Abidjan, il fait toute une tournée comme ça pendant 2 mois où il va, à l'époque il n'est pas ministre, il va raconter la vie politique française aux milieux coloniaux, quoi. Donc voilà, c'est ses premiers contacts avec l'Afrique subsaharienne et il est fasciné. Alors on a le journal en fait, il a écrit un journal personnel pendant ce voyage. Et depuis 2021, ce journal est consultable à la BNF. Alors, c'est pas l'antenne François Mitterrand, justement, la bibliothèque François Mitterrand, mais dans une autre antenne. Et on peut consulter son journal personnel, qui est dactylographié. On n'a pas le droit de le photographier. Ça, c'est quand même une curiosité. C'est-à-dire qu'il y a des archives qu'on peut consulter, mais qu'on ne peut pas photographier. Je ne sais pas exactement pourquoi. Et c'est un journal qui a été légué par Anne Pinjot. Donc ça c'est intéressant parce que c'est elle qui gardait finalement ses trucs personnels. Donc depuis 2021 on peut consulter ça, on consulte et effectivement il y a plusieurs remarques à mon avis, c'est que il est obsédé par les femmes blanches, c'est assez dingue. Il est dans une conception totalement folklorique de l'Afrique, c'est-à-dire vraiment c'est l'Afrique du 19e siècle quoi, clairement. Et troisième point, il ne s'intéresse pas du tout à la politique. Vraiment, pour lui, c'est une vision apolitique de l'Afrique. Et alors qu'il se passe plein d'événements politiques à l'époque. Bref, tout ça pour dire qu'il se passionne pour l'Afrique et il est nommé à sa demande ministre de la France d'Outre-mer, qui est à l'époque le ministère de l'Afrique. Puisque, en fait, il y a d'autres ministères qui s'occupent notamment de l'Afrique subsaharienne. Il y a d'autres ministères qui s'occupent de l'Afrique du Nord, je ne rentre pas dans les détails, et d'autres de l'Indochine. Et là, il est au cœur de la machine. En fait, il est le chef de la politique africaine de la France, toujours à son jeune âge. Et là encore, il se met à creuser ces questions-là et il se met à se distinguer du reste du champ politique français sur cette question africaine. Et c'est pour ça qu'en fait, non seulement il s'y intéresse au fond, c'est-à-dire que ça l'intéresse beaucoup de travailler sur ces questions, il est fasciné, il se dit tiens, c'est vraiment des questions qu'il faut creuser. Et en même temps, c'est Mitterrand, on le connaît, c'est un type qui réfléchit toujours assez vite et assez loin et c'est un peu un égomaniaque. Et il se dit finalement, l'Afrique les questions africaines vont devenir des questions très importantes dans les années à venir. Et donc je vais investir sur ce champ-là, parce que ça va me permettre de me distinguer du reste du personnel politique français. Et il se trouve que c'est exactement ce qui va se passer. Donc, en fait, il a misé sur le bon sujet, quoi. Parce qu'effectivement, décolonisation faisant, mais il faudra revenir sur ce mot sans doute, les questions coloniales en général et les questions africaines en particulier vont devenir totalement centrales, au point que c'est ça qui va faire chuter la 4ème République, l'Algérie. Voilà, donc les deux raisons de sa passion personnelle et un calcul polique en fait. Mais on voit bien que sur une dizaine d'années environ, sa pensée change énormément entre le début des années 50 et 58. Moi j'ai eu l'impression que c'était vraiment c'était l'Empire, il fallait pas toucher à l'Empire, et puis petit à petit il comprend bien qu'il va falloir que les colonies soient de plus en plus autonomes. Mais on a aussi l'impression que plusieurs de ces idées, de ces prises de position viennent en contradiction avec celle de René Plément, qui est le président de l'UDSR à l'époque, donc le parti dans lequel était encarté Mitterrand, où il brigue aussi la présidence du parti. À ton avis, quel est vraiment ces changements d'idées, comment sont-elles politiques ou comment sont-elles profondément ancrées chez lui? Alors, en fait, c'est bizarre que tu dises qu'il change beaucoup, parce que d'une certaine façon, moi j'explique qu'il ne change pas beaucoup. Mais tout le cœur du bouquin est là, à mon avis. C'est que, en gros, pour aller vite, à la fin des années 40, il résonne comme un colonialiste du 19e, quoi. Totalement, c'est-à-dire, la France a un droit en Afrique, c'est comme ça, il suffit de lire son journal, je mets des extraits dans le bouquin. Bon, il est vraiment dans cette idée, on pourrait croire que c'est un récit d'un voyageur du 19e siècle, quoi.
J'exagère pas du tout en disant ça, c'est vraiment ça. Sauf que ça, en fait, ce qu'il comprend, c'est là que c'est une articulation entre changement et continuité, c'est que, en fait, il reste attaché à cette idée que la France doit être présente en Afrique et doit le rester pour l'éternité. Alors, il a des phrases du type il faut qu'on soit là pour 1000 ans. C'est pas, voilà. Donc il est absolument persuadé qu'il faut maintenir la présence française en Afrique. Il a écrit, je suis oublié de le dire, il a écrit 2 livres sur ces sujets dans les années 50, aux frontières de l'Union française en 53 et présence française et abandon. Donc, il est vraiment sur ce concept de présence française qu'il faut absolument perpétuer. Et c'est là qu'intervient le changement, parce qu'il se dit, en fait, ça va être compliqué de maintenir le statu quo. À la fois, il faut perpétuer la présence française, et en même temps, on ne peut pas la perpétuer à l'identique. Donc en gros, il faut qu'on garde le fond, mais il faut qu'on change la forme. Ça, c'est son... Et en fait, c'est le nœud de sa politique. Et c'est le nœud aussi des mythes qui entourent cette période et son action politique. C'est que beaucoup de gens, quasiment en fait, tous les historiens et tous les biographes disent bah, c'est un type qui a quand même justement pas mal évolué, qui a voulu libéraliser le système colonial, il a voulu émanciper les Africains, etc. Il a travaillé avec des Africains, etc., etc. Il a été très ouvert d'esprit et même il a été, tu citais un truc où tu disais il était un partisan résolu de la décolonisation. Ça, c'est une citation en fait qui vient du site officiel de l'Élysée où il est décrit en tant que ministre des colonies comme un, je cite, partisan résolu de la décolonisation. C'est quand même un paradoxe assez marrant. C'est marrant que les gens qui aient écrit la biographie de Mitterrand se disent tiens, c'est marrant, le ministre des colonies, il est partisan de la décolonisation. Ah ouais, c'est curieux. Bah oui, c'est curieux parce qu'en fait, il ne l'est pas. Parce qu'en fait, c'est un mythe. Donc, pour revenir sur l'articulation entre changement et continuité, tout simplement, il dit il faut maintenir la domination française en Afrique, qu'on ne va plus appeler domination, c'est pour ça qu'il dit présence française. Voilà, c'est une sorte d'euphémisme. Mais il faut qu'on change la forme. Et c'est là que, après son passage au ministère de la France d'Outre-mer en 50-51, il commence à réfléchir à cette question des changements de forme, donc des réformes. Comment on va réformer le système pour le faire durer. Et donc, tout son cheminement dans les années 50, ça va être ça. Ça va être comment on peut faire des réformes pour rester. Et on va faire des réformes contre les gens qui veulent plus de changements. Et en particulier, la séparation de la France de l'Afrique. Donc là, pour moi, c'est un truc fondamental, en fait. Et je pense que là, ça renverse l'historiographie, enfin, en tout cas, ça conteste l'historiographie sur ces sujets. C'est que la plupart des gens, la plupart des historiens, et je peux vous en citer quantité, qui disent « il réforme parce que c'est un progressiste ». Et moi, je dis « il réforme parce que c'est un conservateur ». Il réforme pour conserver. Il ne réforme pas pour améliorer le système. Ça pose une question intéressante sur la réforme, quoi, la notion de réforme même. Bah, de toute façon, on voit bien, tu expliques bien aussi dans le livre qu'il est un des... Enfin, il cherche à créer la France-Afrique, il veut développer ce concept-là. Il commence à être traité de... On commence à voir apparaître le terme de néocolonialisme, ouais, notamment à cette époque-là. Et il est vraiment en plein dans cette mouvance-là. Et il y a un homme aussi qu'on retrouve tout au long du livre. Ils sont un peu indissociables les deux. Moi j'ai trouvé, c'est Félix Houphouët-Boigny, ouais, qui est un député ivoirien. Est-ce que tu peux un peu nous le présenter et nous dire comment ils ont travaillé, enfin commencé par être opposants, puis travailler ensemble et... Ok. Alors effectivement, bah, sur la couverture, les deux qu'on voit là, j'ai mis ça en couverture parce que... En fait, donc je ne sais pas si vous voyez la couverture, c'est une image qui a été prise en 1957. Il y a Félix Houphouët-Boigny et François Mitterrand. On ne reconnaît pas super bien François Mitterrand, mais malgré tout, j'ai pensé que c'était une bonne idée de mettre cette couverture. Parce qu'on a l'impression qu'ils sont dans une posture présidentielle. On a l'impression que c'est deux présidents qui se baladent dans un pays africain. Or, à l'époque, ils ne sont pas présidents, ils sont ministres tous les deux. Et je trouvais que c'était intéressant, ça préfigurait en fait la suite, ça montre un peu ce qui va se passer après. Alors, tu as cité Félix Houphouët-Boigny, et puis tu as cité deux mots qui sont centraux, qui sont néocolonialisme et France-Afrique. Alors, on va commencer par Félix Houphouët-Boigny. Donc, Félix Houphouët-Boigny, je pense qu'un certain nombre de gens ici le connaissent comme
comme président de la Côte d'Ivoire. Donc il a été président de la Côte d'Ivoire pas très longtemps, hein, de 1960 à 1993. Donc moins que Paul Biya, par exemple, au Cameroun, ou d'autres, ou que Sékou Touré, ou plein d'autres. Mais non, Sékou Touré, moins longtemps, bref. En tout cas, c'est des gens qui restent assez longtemps au pouvoir globalement. Mais donc il est connu pour ça, pour avoir été président de la République de Côte d'Ivoire. Mais avant ça, lui aussi, il a eu une carrière avant d'être président. Il a été, comme Mitterrand, lui était député de Côte d'Ivoire au Palais Bourbon, donc à l'Assemblée nationale française, élu du 2e collège, donc le collège des Africains en Côte d'Ivoire. Et il était par ailleurs président d'un grand parti interterritorial, donc un parti politique africain qui était implanté dans différents territoires coloniaux français, à la fois en Afrique de l'Ouest et en Afrique équatoriale. Donc c'était le président de ce très gros parti, qui était comme parfois les très gros partis tiraillés entre différentes tendances. Donc il y avait à l'intérieur de ce parti, le Rassemblement démocratique africain, il y avait des gens qui étaient assez radicaux, il y avait même des gens qui commençaient à réfléchir à la question de l'indépendance, qui étaient très très minoritaires. La grosse partie des gens au Rassemblement démocratique africain ne militaient pas pour l'indépendance, mais ils militaient pour qu'il y ait une égalité entre les Français et les Africains. Donc égalité salariale, égalité politique, tout simplement, en gros, qu'on soit des Français comme les autres, quoi. Puisque on fait partie soi-disant du même pays, ben dans ce cas-là, on veut l'égalité, quoi. Et puis, il y avait Félix Houphouët-Boigny qui était une tendance à lui tout seul, quasiment, mais il était le chef. Et lui, en fait, au fond de lui-même, il était évidemment pas du tout indépendantiste, et il était dans un discours, en fait, d'égalisation très progressive, quoi. Oui, il faudra... Mais ce qui est le plus important, c'est que l'Afrique reste attachée à la France. Et Mitterrand, quand il est ministre de la France d'Outre-mer, donc toujours 50-51, il sait qu'il y a beaucoup de... En fait, il sait que tout le monde sait que Félix Houphouët-Boigny a envie de trahir son parti. L'idée, en fait, est très simple, c'est de dire, puisque c'est le chef, et puisqu'il y a un truc un peu raciste là-dedans aussi, puisque c'est un parti africain, ben, ils vont tous suivre le chef. En Afrique, vous comprenez, les chefs, c'est eux qui décident pour tous les autres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va inciter Félix Houphouët-Boigny à venir dans notre camp, à se rapprocher des positions gouvernementales françaises, et du coup on va retourner le Rassemblement démocratique africain, et on va en faire un allié, et même un suppôt de la politique coloniale de la France. Et c'est exactement ce qui va se passer. Et Mitterrand va jouer un rôle très important là-dedans, c'est-à-dire qu'il va effectivement discuter avec Félix Houphouët-Boigny, qui va réussir à faire taire à l'intérieur de son parti toutes les voix contestatrices, c'est-à-dire à peu près tout le monde, avec l'aide de l'administration coloniale. Et voilà, alors au début, les colons ultras se disent mais il n'est pas sincère, cet Houphouët, c'est un machin, c'est un contestataire caché, etc., etc. Donc, et en fait, on s'aperçoit que non, il est très sincère, il est vraiment, il a très envie de travailler avec le gouvernement français, il a lui-même des ambitions personnelles assez poussées, et il va réussir à retourner le Rassemblement démocratique africain. Et c'est lui il est un de ceux, disons, qui va utiliser le terme France-Afrique pour la première fois. Donc ce terme France-Afrique, petite parenthèse, c'est un mot qu'on vous entendez souvent quand on parle des relations franco-africaines. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est que la France-Afrique, mais Houphouët-Boigny, en 1955, explique que, voilà, justement, il ne faut pas que l'Afrique et la France se séparent, il faut qu'elles fusionnent. C'est vraiment son idéologie. Donc il utilise ce mot, un seul mot, France-Afrique, quoi, un seul mot, pour symboliser cette fusion franco-africaine. Et ça, ça va tout à fait dans l'idée de Mitterrand, qui lui utilise un autre concept qui est le couple France-Afrique. Donc c'est pareil, cette idée d'un mariage franco-africain, fusionnel, etc. Pardon, j'ai très chaud, donc j'aurais dû mon pull. Donc voilà, ils sont des alliés politiques, en fait. Ils sont leur groupe respectif, leur groupe politique respectif, quasi fusionnent au Parlement pour faire un groupe parlementaire ensemble, etc. Donc c'est vraiment une alliance franco-africaine. Ils font un peu au Parlement, en fait, c'est cette fusion franco-africaine dont ils rêvent tous les deux. En fait, après être passé après cette expérience au ministère de la France d'Outre-mer, dont il dira plus tard que ça a été l'expérience fondamentale de sa vie politique, c'est pas l'expression qu'il utilise, mais il dit c'est l'expérience déterminante qui a déterminé toute la suite de ma vie politique. Il se dit finalement, c'est pas mal de
d'utiliser les Africains contre les Africains eux-mêmes. C'est un peu le fond de sa théorie. C'est au lieu de les réprimer par nous-mêmes, ce qui va créer des résistances, autant utiliser un masque. Et donc s'allier avec des Africains qui vont mener notre politique en faisant croire que c'est leur politique. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans sa réflexion. C'est-à-dire, on va travailler par masque. Et c'est quelque chose qu'il va théoriser en 1952. Et il ne le dit pas comme ça explicitement, mais c'est ce qui se dégage d'un rapport que j'ai trouvé aux archives qui n'avait jamais été exploité, en fait. C'est un rapport sur la Tunisie, où il explique... Alors la Tunisie, à l'époque, en 1952, il y a énormément de contestations aussi, hein, et il explique que, oui, il va falloir donner du pouvoir aux Tunisiens. On va décentraliser le pouvoir, d'une certaine façon. On va donner du pouvoir à des élites tunisiennes. Et de cette façon-là, on va diviser la potentielle contestation. Et il le dit noir sur blanc. Ceux qui accepteront les réformes qu'on va leur octroyer, on va les défendre. Et ceux qui contesteront les réformes qu'on va leur octroyer, on va les châtier. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit stratégiquement, en fait. Il se dit, bon, puisqu'il y a de la contestation, il faut qu'on casse cette contestation. Donc on va donner quelques réformes pour ne pas avoir à tout céder. C'est le cœur de son bouquin, Présence française et abandon. On abandonne un peu pour garder l'essentiel. Et il dit, ça, on va donner aux Tunisiens la gestion du port de Tunis, ou je ne sais quoi, toute une série de prérogatives. Comme ça va les occuper, comme ça ils vont être contents, ils vont avoir des voitures de fonction, ils vont avoir des secrétaires, ils vont avoir des trucs. Et puis nous, on va regarder les trucs un peu plus invisibles, la défense, la monnaie, les machins, les trucs stratégiques. C'est vraiment sa stratégie de base. Je termine sur ce petit couplet sur la France-Afrique et le néocolonialisme. C'est que Mitterrand va devenir le théoricien de cette idée, justement, d'avancer masqué derrière des autochtones, comme on disait. Il le refait dans dans son bouquin Aux frontières de l'Union française, où il développe encore cette même idée. Et dans les années, vers 53-54, il commence à dire, mais en fait, il faudrait qu'on pourrait généraliser ce type de système. On fait des réformes sociales et des réformes politiques pour garder l'essentiel. Sauf que en Algérie, il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de ça, et qui se disent, tiens, ça va nous poser un énorme problème. C'est-à-dire que si effectivement ce type de politique est mis en œuvre en Algérie, tout le mouvement indépendantiste, tout le mouvement nationaliste qu'on essaie de faire monter, va se fracturer, puisqu'on va avoir des compatriotes qui vont accepter la main tendue de ces gens, de ces Français-là qui ont l'air sympas, de ces libéraux-là qui ont l'air d'être ouverts d'esprit et progressistes. Et du coup, nous, on va avoir du mal à recruter, et surtout, on va avoir du mal à faire avancer nos mots d'ordre, puisqu'on va avoir des gens qui vont dire, voilà, on avance progressivement, main dans la main avec les Français, donc c'est sympa, quoi. Et les indépendantistes algériens disent, en fait, on va se faire avoir. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est la liberté, en fait. C'est pas juste qu'on nous donne des petites réformes comme des cadeaux. On veut pouvoir être maître de notre propre destin. Et c'est à ce moment-là que dans la presse nationaliste algérienne, et ça aussi c'est une découverte, et je suis très surpris que personne l'ait vu, y compris des gens qui ont écrit des bouquins entiers sur Mitterrand et l'Algérie, Benjamin Stora et François Mallier, pour ne pas les citer, n'aient pas vu ça. C'est-à-dire qu'en fait, le concept, la notion de néocolonialisme, qui souvent est datée de la fin des années 50, voire des années 60, en réalité, elle apparaît en 53-54, et la personne qui est désignée par ce terme, c'est François Mitterrand. Donc, et il est cité dans la presse nationaliste algérienne de l'époque comme le théoricien du néocolonialisme. Donc c'est pas un truc a posteriori, c'est pas des gens comme moi qui disent ah oui mais c'était un néocolonialiste. Non, c'est des gens de l'époque qui font des papiers entiers à la une de leurs journaux pour dire attention, danger, néocolonialisme, il y a une nouvelle forme de néocolonialisme qui arrive, c'est le colonialisme intelligent, quoi. Avant, on était confronté à des colons qui ne rêvaient que de nous taper dessus, etc. Puis là, on a des types qui veulent nous serrer la main. Sauf que, en fait, ils veulent la même chose, ils veulent maintenir la présence française dans nos pays. Voilà, donc là, on revient à l'articulation changement-continuité. Et justement, si on revient sur l'Algérie, il a été ministre de l'Intérieur, puis ministre de la Justice au début de la guerre d'Algérie. Il a donc été
Enfin, il a donc participé activement aux politiques qui ont pu être mises en place. Quelle a été sa participation au début de la guerre d'Algérie et comment et pourquoi il a démissionné à l'époque? Eh ben, il n'a pas démissionné. Comme ça, ça règle la question. Et il a fait croire qu'il avait démissionné. C'est ça qui est intéressant. Bon, je passe sur ce détail, mais on pourra revenir. C'est qu'en fait, donc, en 1954, donc il y a vraiment cette idée que la colonisation à l'ancienne, en gros, la colonisation à la papa du 19e, c'est plus possible, il faut qu'on change les formes, etc. Et ce courant-là, qui était minoritaire jusque-là, devient majoritaire. C'est ces gens-là, c'est cet impérialisme intelligent dont je viens de parler, qui arrive au pouvoir. Et la tête de pont de ce mouvement-là, c'est Pierre Mendès France. Pierre Mendès France qui devient président du Conseil, donc Premier ministre en juin 1954. Et Mitterrand, qui est mendéciste en fait, qui est dans ce courant politique-là, revendique, ça je ne sais même pas si c'est dit exactement comme ça dans le bouquin, mais la réalité c'est ça, c'est qu'il revendique un ministère des colonies, mais général. Il veut être ministre de toutes les colonies. Finalement, dans les tractations avec Mendès, ça ne se fait pas, donc il est ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur, à l'époque, c'est notamment chargé de l'Algérie. Puisque l'Algérie, c'est des départements français, donc il est ministre de l'Intérieur. Et il arrive avec sous le bras cette idée de réforme. C'est là que les nationalistes algériens se disent « Ouh là là, celui-là, on ne va pas l'aimer ». Et puis, il ne vient pas seulement avec des réformes, mais il y a un truc quand même qui est il est... Parce que j'aime... Je fais juste un petit retour sur la notion de néocolonialisme. C'est que c'est pas juste le néocolonialisme, c'est pas juste de dire il faut qu'on freine ce qu'on appellera plus tard la décolonisation. C'est pas juste qu'il faut qu'on conserve ce qui peut l'être. C'est aussi une idée de recolonisation. Et il y a un texte, je ne sais pas si je vais le retrouver en 2 secondes, mais que pareil, alors là c'est pareil, il a écrit une tribune dans la presse en 1954, donc juste avant d'être nommé ministre de l'Intérieur. Bon, je ne vais pas retrouver le texte exact, mais tout un texte où il dit, et c'est très symptomatique, il dit il faut qu'on envoie les jeunes Français par milliers en Afrique. Il faut qu'on crée là-bas des sociétés, conquérantes de créateurs, comme le faisaient les Américains quand ils sont allés conquérir l'ouest des États-Unis et qu'ils ont créé ces fabuleux États que sont le Texas et la Californie. Donc on voit quand même, il dit ça, hein, donc on voit quand même que ce qui est décrit a posteriori par les historiens comme un mouvement de décolonisation, quand on voit qu'il est étiqueté comme décolonisateur, quand on voit ce genre de texte, on dit bah non, en fait il était recolonisateur. Son idée, c'est justement de recoloniser le continent africain. Pour lui, ça paraît bizarre, mais pour lui, le colonialisme, c'est un truc d'avenir. C'est pas un truc du passé. Nous, ça nous paraît bizarre de dire... Mais pour lui, c'est un truc d'avenir, donc il s'exalte, quoi. Il fait des grandes tribunes dans la presse pour dire on va régénérer cette société, on va créer des usines, on va faire la Californie, quoi. Ça va être génial. Sauf que pas de bol... quelques semaines après son arrivée à Place Beauvau, il y a les nationalistes, qui ont sans doute compris le danger qui se tramait, lancent l'insurrection qui va être le début de la guerre d'Algérie. Et là, pour lui, pour Mitterrand, c'est un peu c'est un énorme revers, quoi. Parce que lui qui essayait de se faire passer pour un libéral, lui qui voulait recoloniser l'Afrique, il se retrouve dans la position la pire, ministre de la police au début de la guerre d'Algérie. Pas de bol. Et en plus de ça, on lui dit franchement qu'en fait, ton histoire de recolonisation et d'État fabuleux, de Texas et tout, c'est sans nous, quoi. Donc évidemment, là, il est vraiment pris à revers, en fait. Et il se dépatouille assez mal de cette affaire, parce que l'histoire de la torture en particulier émerge, en fait, on croit parfois que l'histoire de la torture, c'est quelque chose qui apparaît assez tard. En fait, dès le lendemain de l'insurrection, dans les journaux, notamment François Mauriac, écrit un édito en disant « la torture, c'est pas possible, etc. On sait qu'il y a des types qui se sont fait arrêter, on sait qu'ils sont torturés dans les commissariats de police de M. Mitterrand. Alors, François, qu'est-ce qui se passe ?» Il y a des articles dans l'Observateur, donc ce qui est appelé Nouvel Observateur et l'Obs, machin, où Mitterrand est comparé à Himmler.
Donc pour un libéral, qui a eu en plus la francisque, c'est moche, quoi. C'est moche. Donc voilà, il est très embêté, mais heureusement, ça tombe bien, le gouvernement Mendès France tombe très vite, donc il repasse finalement, il n'est plus ministre après pendant quelques temps, donc il s'en sort plutôt bien de cette affaire-là finalement. Sauf qu'il y a une deuxième phase à partir de 1956, où là, il est nommé ministre de la Justice du gouvernement Guy Mollet. Et là, pour le coup, il est ministre de la Justice. Alors, il va jouer d'ailleurs sur cette ambiguïté. Ministre de la Justice, on est forcément pour la justice. Sauf que pas vraiment, parce que il a finalement cautionné tout l'effort de guerre, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a, la torture, il n'en parlait plus. Bah non, c'est plus mon problème. Bah oui, t'es plus à l'intérieur, mais t'es quand même ministre de la Justice. Mais non, bah c'est plus bon. L'envoi du contingent, donc 400 000 soldats envoyés au cours de l'année 56. Pas très libéral non plus comme truc. Et puis surtout, le truc l'élément qui a été un peu méconnu pendant très longtemps, c'est que en tant que ministre de la Justice, il avait son avis à donner sur l'exécution des peines capitales. Donc beaucoup de militants algériens ont été condamnés à mort, jusqu'à l'arrivée du gouvernement Guy Mollet. Ces exécutions n'étaient pas, ces condamnations n'étaient pas exécutées. Mais à partir de 1956, est décidé par le Conseil des ministres, pour faire plaisir aux colons d'Algérie, de faire exécuter ces nationalistes. Et pendant très longtemps, les gens ont cru que Mitterrand avait résisté à ça. Et donc dans ses biographies, par exemple Franz-Olivier Gisbert a écrit une remarquable biographie de François Mitterrand, il décrit Mitterrand comme un grand résistant de l'intérieur. Il était au gouvernement, mais vous comprenez, il s'est battu comme un acharné, il a sauvé des têtes. C'est beau. Il dit il était toujours du bon côté. Voilà, tout est dit. Mais Jean Lacouture, qui n'est pas lui un éditorialiste d'extrême droite, dit la même chose. C'est-à-dire, la biographie de Jean Lacouture, elle fait 1000 pages. Il consacre 3 paragraphes. Au passage de François Mitterrand au ministère de la Justice, 1 paragraphe pour dire oula, c'était quand même terrible, 2 paragraphes pour dire le pauvre, il a beaucoup regretté, il était mal à l'aise à l'époque, c'était terrible. Et après, dans le chapitre suivant, il reparle de la politique coloniale et il dit nous ne reviendrons pas sur la politique de Mitterrand, enfin sur ce qu'a fait Mitterrand là. Bah oui, mais tu n'en as pas parlé non plus avant. Donc c'est passé complètement à la trappe et ça a été décrit pendant très longtemps. Il a été décrit bizarrement comme quelqu'un qui avait résisté à l'intérieur. Lui n'a cessé de dire ça. On m'a reproché la phrase « l'Algérie c'est la France », on m'a reproché ceci, cela. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que dans les petits comités du gouvernement, moi je résistais, et je suis même resté au gouvernement pour pouvoir résister, etc. Donc il a vendu cette idée que c'était un résistant de l'intérieur, sauf que maintenant qu'on a les archives, on voit que c'est pas vrai, et que quand la décision a été prise d'exécuter les condamnés à mort, ben, il a été pour. Non seulement il a dit je suis pour qu'on change de politique, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas en fait des condamnés dans les couloirs de la mort éternellement, non, on va leur couper la tête. Et il dit oui. Et ça, on l'a noir sur blanc dans le compte-rendu d'un des secrétaires d'État qui est présent, qui a pris des notes, et il dit voilà, qui a dit oui, qui a dit non. Et lui, il a dit oui. Non seulement il a dit oui, mais en plus de ça, il était, en tant que ministre de la Justice, membre du Conseil supérieur de la magistrature, qui examine les demandes en grâce. Donc les condamnés à mort, par le biais de leurs avocats, font des demandes de grâce, etc. Et là encore, contrairement à ce que dit Gisbert, qui dit oh, il a sauvé des têtes, etc., bah, il a peut-être sauvé des têtes, mais il en a aussi fait couper. C'est-à-dire que dans plein de cas, et notamment le cas le plus célèbre, c'est celui de Fernand Yveton, il dit oui, à nouveau, on leur coupe la tête. Fernand Yveton, c'est un type qui a posé une petite bombinette dans son usine qui devait exploser alors qu'il n'y avait personne dans l'usine, et c'était une bombinette qui n'a même pas explosé. Il a été jugé en 2 jours, condamné et exécuté une semaine après. Et notre ami Mitterrand, grand libéral, a dit oui. Bon. Donc voilà, maintenant, ça on le sait, et en l'occurrence, tout ce que je viens de raconter sur l'Algérie, jusqu'ici, disons, enfin, en tout cas, ces histoires d'exécution, etc., c'est pas moi qui sors ça, c'est pas moi qui l'ai trouvé dans les archives, même si je suis allé vérifier un certain nombre de trucs. C'est notamment Benjamin Stora et en fait plus François Mallier, qui est un journaliste du Point, qui bizarrement au début des années 2000 a consulté ces archives du Conseil supérieur de la magistrature, etc. Donc il raconte tout ça. Mais là où moi je suis en désaccord avec eux, c'est que pendant ce temps-là, ils disent Mitterrand
a été terrible pendant la guerre d'Algérie. Déjà, ils oublient de dire pas mal de choses, mais passons. Et ils disent, c'est quand même très paradoxal pour un gars qui était aussi libéral. Donc bizarrement, en creux, ils valident l'idée que c'était quand même un décolonisateur. Et ils disent même, notre livre va essayer de comprendre la mécanique qui a amené un décolonisateur à devenir un homme de guerre. Bah, tu vois, ça va être simple, parce que comme il n'a jamais été décolonisateur, en fait, il a toujours été homme de guerre, en fait. Donc il a toujours, sauf qu'il utilise il utilise la carotte et le bâton pour sa guerre. C'est ça la différence. Donc moi, c'est ça que j'essaie de discuter, en fait. Il y a un débat un peu historiographique aussi derrière ça. Parce que ce qui me frappe énormément, et si vous comparez ce bouquin avec, par exemple, les chapitres que Lacouture, qui est un peu la biographie canonique de Mitterrand, la biographie de Lacouture, pour moi, ce qu'il a fait, c'est du roman. En fait, il a écrit un roman, et il n'a aucune archive, ses sources principales, c'est soit Mitterrand, soit les amis de Mitterrand. C'est assez stupéfiant, quoi. Et ce qui est surprenant, c'est que jusqu'à aujourd'hui, en fait, moi je tombais nez nu, en fait, quand j'étais dans les archives. Je me disais, mais alors ça, personne n'allait voir ça. Y compris des archives que les gens citaient, ils les édulcoraient. Donc il y a, je sais pas, il y a une sorte de... Je sais pas si c'est le respect de l'homme du pouvoir, ou l'envie de pas se fâcher avec d'autres gens, mais je pense que tout ça joue. Hein. C'est vrai que se fâcher avec tout le monde, c'est pas toujours très agréable, quoi. Mais là, moi, je me fâche avec à peu près tous les gens qui ont travaillé sur le sujet, quoi. Parce que là, je vous cite gentiment Gisbert et Lacouture, mais Philippe Short ou Michel Vinocq, c'est presque pire. Ça, c'est les deux biographies les plus récentes, 2015. C'est effrayant, quoi. Vinocq, il écrit il est injuste de... Gisbert, il disait, il est injuste de critiquer l'attitude de Mitterrand sous Vichy. Il a eu la francisque, mais il ne la voulait pas. Bah ouais, d'accord, mais bon, il pouvait pendant ce temps-là faire autre chose. Et en écho à ça, Vinocq dit, il est injuste, c'est le même mot, de reprocher à Mitterrand d'avoir dit l'Algérie c'est la France. Bah, c'est injuste, mais pendant ce temps-là, il y avait des gens qui se battaient pour dire l'Algérie c'est pas la France, et des gens connus, et des gens pas algériens, et des gens qui l'avaient dit depuis longtemps. Et qui l'avait dit noir sur blanc. Je cite des extraits de gens qui disent non, l'Algérie n'est pas la France, quoi. Donc c'est peut-être injuste, mais bon, c'est une conception de l'histoire. Ouais. Et arrive 58, et pour terminer, on va finir avec ça, et puis on laissera la parole si vous avez des questions. Donc, je suis hyper bavard, je suis désolé. Non, mais c'est bien, c'est pas... Arrive 58, et donc la fin de la 4ème République. Comment, lui, il appréhende l'arrivée de De Gaulle, la politique que met en place De Gaulle, notamment vis-à-vis des colonies? Alors, donc De Gaulle revient par un coup d'État en mai 58, fomenté depuis Alger, et balaye la 4ème République, sur laquelle Mitterrand a fait toute sa carrière. Mitterrand, en 57-58, il pense, et il n'est pas le seul, qui va être nommé à Matignon de façon imminente. À chaque fois qu'il y a un gouvernement qui tombe dans cette période-là, toute la presse met sa tête en photo, alors pas que sa tête, mais sa tête en photo parmi les 2-3 candidats qui vraisemblablement vont être nommés à Matignon. Donc vraiment, c'est la dernière marche, quoi. Il va y arriver. Et puis il est toujours sur ces questions africaines à fond. Il sort son bouquin Présence française et abandon fin 57, un peu comme un programme politique, en disant voilà la méthode que moi je développe depuis tant d'années, c'est maintenant qu'il faut la mettre en œuvre. Il dépose à l'Assemblée nationale en février 58 un projet de communauté franco-africaine. Donc voilà. Et en mai 58, patatras, De Gaulle revient au pouvoir et propose une communauté franco-africaine. Pour lui, c'est horrible en fait. On a envie de le plaindre. Non mais c'est vrai que il était tout en haut et il se retrouve plus rien. Il a plus de pouvoir. Il perd même son siège de député qu'il avait depuis 1946. C'est quand même la Bérésina. Son projet de communauté africaine, il se le fait chipper par les gars qui l'ont fait tomber. Et en plus de ça, son ami Houphouët-Boigny, opportuniste comme pas deux, a viré sa cutie immédiatement.
Donc, Houphouët-Boigny se retrouve ministre de Gaulle, alors que c'était son pote 6 mois avant. Il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Et il nourrit une haine assez viscérale de Gaulle assez vite. Au début, il est ambigu en fait, et ça c'est jamais dit non plus. Au début, il dit, il y a un truc marrant, une anecdote marrante, c'est il dit je pourrais, il va à l'Assemblée nationale, il dit je pourrais vous rejoindre, général qui est donc président du Conseil avant de devenir président, je pourrais vous rejoindre, je pourrais vous rejoindre si, et il y a un gars de l'Assemblée, si t'as un ministère, et ça il le reproduit, Mitterrand reproduit ce discours et coupe ce petit machin-là, parce que ça montre vraiment son opportunisme. Mais effectivement, il est assez d'accord avec De Gaulle. Et De Gaulle est assez d'accord avec son projet. Et le projet que De Gaulle va mettre en œuvre en 1958 à destination des colonies, c'est celui que Mitterrand préconise. Il n'est pas le seul, mais il a été la tête de pont de cette idée qu'il fallait faire des réformes pour conserver la présence française en Afrique. Et là où ça devient encore plus dur pour Mitterrand, c'est que De Gaulle va plus loin que Mitterrand. Mitterrand il a toujours été contre l'indépendance. Il le dit clairement, il est contre l'indépendance. Il ne veut pas l'indépendance des colonies. De Gaulle, lui, assez vite, il dit on n'y coupera pas. C'est clair que les colonies britanniques sont en train de devenir indépendantes, l'Indonésie est indépendante, l'Inde est indépendante depuis longtemps, on ne coupera pas, c'est un mouvement historique. Donc l'indépendance sera comme ça. Ce qu'on va juste faire, c'est qu'on va vider l'indépendance de sa substance. On va filer l'indépendance, on va octroyer l'indépendance à des leaders locaux, du type Houphouët-Boigny, même quand ils ne la veulent pas. Houphouët-Boigny était contre l'indépendance. On va leur donner, et comme c'est nos amis, et comme en plus on va les encadrer avec des accords de coopération, finalement, ce sera des États indépendants sur le papier, mais en fait ce sera des États croupions. Et ça va plus loin que ce que Mitterrand était prêt à envisager. Mitterrand, il dit quand même l'indépendance, non, c'est pas possible. On peut faire des réformes, de l'autonomie interne, de plein de choses, vous donner du pouvoir, mais quand même pas l'indépendance, c'est pas possible. Et De Gaulle le fait. Et donc, voilà, là, il est très mal, le pauvre Mitterrand. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cette fameuse histoire de l'observatoire, où il essaie de remonter, alors je ne rentre pas dans les détails, parce que c'est après la période que j'étudie, mais il y a cette histoire de faux attentat. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire complètement dingue, où il est victime, entre guillemets, d'un faux attentat qu'il aurait fomenté avec le type qui l'a tiré dessus. Parce qu'en fait, il est tellement en bas qu'il cherche toutes les possibilités de remonter enfin, que son nom apparaisse dans les journaux, quoi. Et après, il va s'inventer un personnage de décolonisateur. Et là, c'est la conclusion du bouquin, en fait, où je cite un certain nombre de trucs, on pourrait en faire un bouquin entier, de tout ce qu'il a raconté a posteriori sur cette période-là. Et pour résumer vulgairement, il a tenté et réussi à faire passer des vessies pour des lanternes. Son réformisme, sa politique néocoloniale, il l'a décrite par petites touches, petit à petit, année après année, comme une politique anticoloniale. Donc une politique qui avait pour but de recoloniser, une politique qui avait pour but de faire perdurer la présence française, il l'a décrit a posteriori comme une politique anticoloniale pour la libération des peuples, etc., etc. Et c'est ça qui se retrouve presque textuellement dans toute la littérature que j'ai citée là. Et c'est vrai que, et je conclus là, c'est juste quand on confronte les documents d'époque, et pas forcément des documents cachés, hein, juste ses discours, ses livres, les tonnes de trucs qu'il a racontés sur sa politique africaine en particulier, et quand on compare ça avec ce qu'il a dit lui-même, et ce que je dis souvent ses admirateurs et ses biographes disent, parce qu'en fait ses biographes sont ses admirateurs aussi, et ben on est quand même, c'est un peu, c'est l'inverse. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. toutes ces questions.